On les appelle des influenceurs, ou certains préfèrent créateurs de contenu. Ils ne sont ni journalistes, ni des professionnels des médias, et pourtant ils informent, divertissent ou stimulent les neurones de millions de personnes chaque jour avec leurs vidéos, leurs podcasts, leurs stories ou leurs newsletters. Je suis Christopher Simonelli, cofondateur du label de podcasteurs Orso Media. Et dans Follow Me, je reçois les acteurs de ce qu'on appelle la creator economy. Des individus qui se sont constitués médias et qui racontent à mon micro leur parcours, leur quotidien, leur méthode de travail pour mieux comprendre cette révolution et pourquoi pas vous aider à y prendre part. J'ai essayé de travailler dessus, mais j'ai toujours un peu eu cette conception manichéenne des choses, héritée de mes parents, mais où, tu vois, il y a le bon et le mauvais choix. Il y a la bonne école et pas la bonne école. Il y a le bon parcours et pas le bon parcours. Et en fait, j'essayais vraiment de travailler là-dessus parce que c'est horrible à vivre, en fait. Et là, je travaille avec des gens, que ce soit tu vois, des coachs ou des thérapeutes, qui te disent, mais en fait, il y a du bon et il y a du mauvais dans chaque situation, tu vois. Ouais. Il n'y a pas pour moi, de bonne pas ou possible. de mauvaise situation. Franchement, quand tu as des situations difficiles, c'est très dur à dire, je trouve. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de mesurer mes propos. Parfois, pour moi, il y a plus de négatif que de positif, quoi qu'il en soit. Mais en tout cas, je crois en l'idée maintenant, vraiment, qu'il n'y a pas un bon ou mauvais chemin. Alors qu'à l'époque, franchement, pour moi, c'était soit j'avais Sciences Po et ma vie était réussie, soit j'avais pas Sciences Po et ma vie était nulle. Et vraiment, tu vois, c'était malheureusement ma conception des choses. Et du coup... tu fais Sciences Po. Voilà, donc je fais Sciences Po, voilà. En plus, du coup, j'ai beaucoup aimé mon enseignement, mais j'allais dire, déjà, au bout d'un an, je commence déjà, en fait, là, à me rendre compte que du coup, j'ai plus de projet dans ma vie. Voilà, plus c'est de quand même dur à réaliser. De target, ouais. Et donc, en fait, par la force des choses, en tout cas par coïncidence, ma grande sœur s'était mis en tête de faire un programme sportif pour perdre du poids, disons-le. Et de suivre un programme sportif. On parle de quelque chose de très anodin. Non, pas du tout. Là, on parle de meufs adolescentes qui ont pris du poids et qui veulent perdre du poids. Et elle me montre des résultats avant-après sur Insta d'une créatrice de contenu, coach de sport qui s'appelle Kayla Itsines, qui était australienne, enfin qui est toujours australienne. Et en fait, je lui dis, ok, tu sais quoi, elle avait besoin de quelqu'un pour se motiver, faisons-le. Et en fait, je suis rentrée à fond. Et je pense, avec le recul que j'ai aujourd'hui, parce que justement, j'avais pas de nouvelles passions, et que je suis rentrée à fond là-dedans, dans le fitness, dans la nutrition. J'ai découvert plein de choses, j'ai appris plein de choses. Enfin, ça m'a vraiment vachement fascinée et nourrie. Et donc, j'ai décidé, ça, je pense que j'avais 18 ans, c'était peut-être juste avant Sciences Po. Et à 19, du coup, fin de ma première année, je me dis, en fait, moi, j'ai envie de partager avec ces personnes qui partagent aussi. C'était pas pour avoir une communauté, moi, c'était vraiment parce que j'avais envie de nouer des liens avec ces personnes que je suivais, notamment dans le monde anglo-saxon, que j'admirais, quoi, tu vois, les Kayla Itsines, il y en avait d'autres en Angleterre. Et donc j'aimais leur mindset. Tu partageais tes résultats, tes avancées. Et du coup, j'ai créé My Better Self à ce moment-là, où en fait l'idée c'était de moi aussi partager ma passion du sport, de la nutrition, où voilà, j'étais vraiment passionnée, quoi. Je pouvais en parler tout le temps, et donc j'avais ce besoin viscéral, quoi, de partager aux autres. Et du coup, au début, c'était très éducatif sur mes workouts, ce qui marche pas. Tu sais, c'est marrant parce que c'est vrai, quand t'es un peu naïf et insouciant, t'as l'impression que t'as la science infuse une fois que t'as lu un bouquin sur le sujet, tu vois. Donc, tu te sens complètement expert. Ouais, je me sentais complètement experte en la matière. Et en vrai, c'est vrai que j'avais appris j'ai dans les faits appris beaucoup de choses que encore aujourd'hui beaucoup de gens ne connaissent pas, tu vois. Alors, qui peuvent nous faire tomber dans un travers, femmes comme hommes, mais ça touche particulièrement les femmes, qui sont les troubles alimentaires. En fait, à la fin, quand tu as conscience des calories, des macronutriments, des micronutriments, en fait, ça peut être un pouvoir comme ça peut être un poison, j'ai envie de dire. Un enfermement. Un enfer tout court. Et bref, mais du coup, je ne me rendais pas compte à l'époque, et du coup, j'étais juste à fond là-dedans. Et en fait, tout a commencé comme ça. C'est-à-dire que j'écrivais en anglais parce que j'avais envie de connecter avec des personnes anglo-saxonnes. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai lu dans une bio sur toi que tu publiais beaucoup de posts en anglais car tu te reconnaissais davantage dans les discours des pays anglo-saxons. Ouais. À l'époque, pour tout ce qui touchait au sport et à la nutrition, je trouvais, ça a un peu changé, qu'on avait un discours très punitif en France, notamment envers les femmes, qui était très orienté vers la perte de poids, vers le fait d'être plus mince, très centré autour de l'apparence physique, alors que déjà à l'époque,
en fait, j'avais dépassé la phase poids, moi, et je le faisais vraiment parce que ça me faisait sentir plus forte, ça me donnait plus d'énergie, ça m'avait apporté bien plus qu'une apparence. Et dans les pays anglo-saxons, c'est ces avantages-là, entre guillemets, qui étaient plutôt mis en avant, plutôt que l'apparence ouais, parce que physique, par exemple, donc ça remonte à déjà 6-7 ans, en fait, les femmes faisaient déjà de la musculation. En France, franchement, pas du tout. Et la musculation, il y avait un hashtag qui était Strong Not Skinny, où il y avait ce côté où les femmes, en fait, elles voulaient devenir plus fortes, elles voulaient pas juste perdre du poids. Être mince, ouais. Et donc, en fait, je me reconnaissais beaucoup là-dedans. C'était déjà un peu une vision empowerment, mais dans le sport, mais qui me parlait. Et du coup, c'est un peu ce que j'ai partagé. Et je pense que c'est aussi pour ça, mine de rien, que j'ai aussi peut-être commencé à créer une audience en France. C'est que c'était assez novateur comme discours. C'est que, franchement, dans le sport, il y avait Cécile Mua à l'époque, mais qui faisait... tu vois, je pense qu'elle avait quand même ce côté bien-être, mais c'était pas du tout empowerment. Et à part elle, toutes les autres fit girls, c'était très très régimeuses, tu vois. Et en fait, souvent je dis, je pouvais aller sur Insta dans l'Explorer, voir une photo et te dire à la photo la nationalité de la personne. Ah ouais? Mais ouais. Incroyable. Parce qu'en fait, les en fonction de la musculature aussi, ou de quoi, des zones du corps travaillées. Non, mais alors c'était pas forcément. Alors c'était soit le type de photo. Okay. Donc en fait, c'est que en Angleterre ou en Australie, c'était des meufs qui flexaient leurs biceps, qui montraient leurs abdos, et qui montraient des recettes hyper gourmandes, même si c'était healthy. Ouais. Et en France, c'était des avant-après de la perte du bide, avec des assiettes avec 3 croutons, une feuille de salade et 3 carottes. Nos clichés, quoi. C'était franchement ça. Okay.